Avec les années, les Rothschild ont appris à rester vigilants, car David va chercher ses recrues dans les couloirs des ministères. Ancien conseiller de Pierre Bérégovoy, Jean-Charles Naouri. Ancienne plume de Laurent Fabius, Lionel Zinsou. Nicolas Bazire, ancien inspecteur des finances, éminence grise d'Édouard Balladur et ami intime de Nicolas Sarkozy. François Peyrol, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy. Et Emmanuel Macron, lui aussi inspecteur des finances, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Une dernière recrue, cooptée par celui qui, dans ce petit milieu, fait figure d'entremetteur. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Le parcours d'Emmanuel Macron est fidèle à une vieille tradition française qui autorise un haut fonctionnaire à quitter l'administration pour céder aux sirènes du privé et à ses salaires attrayants. On appelle ça le pantouflage. Dans le système bien rodé de la pantoufle, le haut fonctionnaire ne démissionne pas, il est détaché. Son passage chez Goldman Sachs, par exemple, ou bien Lazare, ou encore Rothschild, devient même le signe d'une carrière réussie, un must. Et rien ne lui interdit de revenir ensuite aux plus hautes fonctions de l'État, les poches pleines. Une pratique répandue qui fait naître le soupçon du conflit d'intérêts. C'est rien d'autre qu'une forme dévoyée du lobbyisme. Hein, on embauche un haut commis de l'État qui a servi l'intérêt de la nation. L'entrisme est direct. On sait très bien que dans un second temps, ce haut fonctionnaire nous servira toujours et servira toujours nos intérêts. Donc c'est Rothschild un jour, Rothschild toujours? Non, mais quand on a touché 2 millions d'euros, on est quand même redevable. Quand on a travaillé un certain nombre d'années, même si c'est une année à temps plein ou 2 années, qu'on a servi un employeur, on lui est peut-être redevable. Grâce à ces recrutements, Rothschild devient un lieu de pouvoir et d'influence. Certains surnomment même la banque Bercy bis. Lorsque François Hollande l'a nommé ministre de l'économie en août 2014, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour durer dans des fonctions. Qu'au demeurant, je n'ai pas cherché à obtenir ou choisi. Je suis là pour agir, faire bouger les choses. Macron, nouvelle star de la politique française. Il n'a ni parti, ni programme connu. C'est quelqu'un de très intuitif, donc à l'oral, il avait toujours de bonnes réactions. Voilà, même parce qu'il se trouve qu'on faisait des mathématiques dans cette prépa. Et en mathématiques, il n'était pas très bon, mais à l'oral, il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème. Typiquement, en mathématiques, il n'y a pas 36 cas de figure, quoi. Soit vous avez la solution, soit vous ne l'avez pas. Lui, il trouve la troisième voie entre celui qui n'a pas la solution et celui qui l'a, qui est celui qui a l'air d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous embobinant, alors que, malgré tout, la solution n'est pas là, quoi. Emmanuel Macron rate le concours de Normal Sup, le Graal des intellectuels, et bifurque alors vers des études de philosophie. À sa sortie de l'ENA, Emmanuel Macron finit dans les 15 premiers et rejoint la prestigieuse inspection des finances. Quelques semaines après son mariage, Emmanuel Macron, 30 ans tout juste, est nommé rapporteur de la commission Attali, souhaitée par Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République.
Cette commission réunit une quarantaine de personnalités de la politique, des affaires, de la communication et doit proposer un panel de réformes. Emmanuel, il était très habile, il a été extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles. Évidemment, pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. Et moi, j'ai tout de suite vu quelqu'un qui était vraiment très exceptionnel. Donc je lui dis, est-ce que vous avez envie de travailler pour la prochaine campagne présidentielle ? Il me dit oui. Donc je lui dis, je vais vous présenter à quelqu'un qui aurait vraiment besoin de vous. Donc j'en parle à François Hollande, qui alors a commencé à percer comme candidat. Je lui dis, écoute, t'as pas de conseiller économique ? Il me dit, non, j'ai personne. Je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Et je l'ai présenté ici, dans ce salon, un soir. Pressé d'agir, il a préféré se mesurer au monde de l'argent et est entré dès 2009 chez Rothschild, la banque d'affaires parisienne qui conseille les plus grandes entreprises de la planète. On s'est rencontrés dans un des bureaux d'à côté. Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate, on a dû rester 2 heures ensemble, que ce jeune homme, il était à l'époque, il devait avoir très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire, avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires, mais aussi des qualités, pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. La carrière de banquier d'affaires d'Emmanuel Macron dure un peu plus de 3 ans et s'arrête aussi soudainement qu'elle avait commencé. Monsieur le Président de la République. Le 15 mai 2012, François Hollande s'installe à l'Élysée. Le nouveau président propose à Emmanuel Macron de devenir son secrétaire général adjoint en charge du pôle économie et finances. Celui-ci accepte avec gourmandise. À 34 ans, après avoir déjà fréquenté la haute administration et le monde des affaires, le jeune homme pressé se retrouve à présent au cœur de la matrice du pouvoir politique. Le lendemain de l'élection de François à l'Élysée, enfin le lendemain de son installation à l'Élysée, il m'invite à déjeuner dans un petit salon du bar avec Emmanuel. On est tous les 3. Et je sens bien l'importance d'Emmanuel, puisqu'il n'avait pas invité le secrétaire général de l'Élysée, ni quelqu'un d'autre. C'était Emmanuel Macron qui était à ce déjeuner, disons, de lancement de l'activité présidentielle. Donc je sens l'importance et leurs relations sont très intimes. Durant la première année du quinquennat, Emmanuel Macron est omniprésent dans l'ombre de François Hollande. Fin août 2014, après le limogeage d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron est nommé à 36 ans ministre de l'économie dans le deuxième gouvernement Valls. Début 2015, 6 mois après son entrée en fonction, le jeune ministre vient défendre le projet de loi qui porte son nom à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Manuel Valls a finalement recours au 49.3 pour imposer la loi. Emmanuel Macron est blessé. Emmanuel Macron, il a été mon conseiller, même avant que je ne devienne président de la République. Puis ensuite, quand j'ai été élu par les Français. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en dehors de sa maxime ni droite ni gauche, ne propose toujours pas le moindre programme, la moindre mesure concrète à la curiosité des citoyens. L'heure est aux incantations. Comme si rester dans le flou permettait de mieux surfer sur la vague de popularité qui le porte. C'est très important parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à créer une dynamique, à enclencher quelque chose. C'est la même chose avec En Marche. La mobilisation virtuelle initiée par Emmanuel Macron. 1 mois et demi après son lancement, le mouvement approche les 14 000 adhérents qui s'apprêtent à partir rencontrer les Français dans une opération de porte-à-porte baptisée la Grande Marche. C'est lancé, c'est comme ça. Je dois parler à tout le monde, là ? Ouais. Il s'agit d'écouter les citoyens pour faire un bilan de la situation en France. Soit. Mais pourquoi faire ? En ce mois de mai 2016, alors que les marcheurs de Macron s'ébranlent, la France est menacée de paralysie par la lutte contre la loi travail
du gouvernement Valls. Pour les grévistes, l'un des principaux responsables de cette loi, c'est le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. À Bercy, l'intéressé veut faire face. Même si Macron, du fait de sa volonté d'émancipation, a vu son rôle réduit dans l'édification de cette loi travail, il l'assume et il veut la défendre. 4 jours plus tard, le ministre est à Nancy, invité d'honneur du World Materials Forum, un congrès international sur les matières premières, et l'ombre du costard plane toujours. En effet, ça, plus les gentillesses qu'on m'a fait sur l'ISF, que j'ai ensuite démenti, ont fait que pendant 10-15 jours, il y a eu en effet cette cristallisation. L'affaire de l'ISF. Dans la semaine qui a suivi la phrase du costard, le Canard enchaîné affirmait à la une qu'Emmanuel Macron avait été rattrapé par le fisc pour payer l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. Macron fraudeur? La vérité est moins polémique. C'est d'un commun accord que l'administration fiscale et le ministre ont revu à la hausse la valeur de son patrimoine lors de son arrivée à Bercy. En Marche affiche à présent théoriquement 37 000 adhérents en France. Mais les 2 tiers de ses membres n'ont fait que cliquer sur leur ordinateur. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. Dans les années 90, Paris Match ne s'y trompe pas et titre sur ces Richelieu de la finance, devenus les vrais maîtres du monde. Le Gotha du monde entier se presse dans leur salon. Un petit cercle d'initiés. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. La fraternité sous le sceau du secret, c'est l'une des valeurs fondatrices de la franc-maçonnerie. À l'issue de chaque tenue de loge, c'est ainsi que les frères se séparent. En France, on estime à 150 000 le nombre d'initiés, hommes et femmes, qui ont rejoint le rang et le décorum des obédiences. Pour les petits arrangements entre frères, notamment en politique, dans la police, la justice ou les médias, la discrétion est de rigueur. Rares sont les hommes publics qui reconnaissent leur appartenance. Un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Les Rothschild cultivent leur proximité avec le pouvoir. Ils sont les intimes du président Pompidou, qui a été leur employé. Les maîtres de la planète. Il y a de l'orgueil chez celui qui est au sommet de sa puissance et pense avoir commis un parcours sans faute. Est-ce que vous avez connu des échecs? Oh, est-ce qu'il y a eu un événement, si vous voulez, marquant, qui nous a fait beaucoup reculer ou qui a fait l'objet d'une espèce de critique médiatique majeure? J'ai rien qui me vient à l'esprit à l'instant. Alors j'en ai un justement en tête. France Télécom. C'est quand même l'histoire d'une entreprise publique qui est passée à côté de la ruine. Tout ça est très vieux.